Voilà. Bien, alors, nous reprenons ce soir la deuxième saison de série consacrée aux Lumières d'Italie. Donc, en termes télévisés, c'est saison 2, épisode 1. Voilà. Voilà. Donc, cette deuxième saison, elle va aborder la pensée philosophique italienne depuis le 18e jusqu'à nos jours, quoi, en gros. Aujourd'hui, on parlera de Giambattista Vico. Dans 15 jours, nous parlerons de Cesare Beccaria, juriste qui est quand même l'inventeur de l'abolition de la peine de mort, tout simplement, et qui a eu d'ailleurs une telle audience à son époque que le premier État qui abolit la peine de mort, c'est tout simplement le Grand-Duché de Toscane, en 1780, je crois. Voilà. Ensuite, on abordera un autre penseur qui est aussi un grand poète italien, qui est Giacomo Leopardi. La quatrième séance sera consacrée à une série de penseurs italiens, je parle de Gaetano Mosca, mais qui sont des sociologues qui s'intéressent à la question des élites, et puis à d'autres questions, comme par exemple Mosca s'est beaucoup intéressé à la mafia. Donc il y a toute une école italienne de sociologues qui s'intéressent à comment se constituent les grands groupes sociaux, comment se constituent les élites, comment marchent les mécanismes de gouvernement, à partir d'une étude sociologique. Voilà. Ensuite, eh bien, j'aborderai l'introduction du marxisme en Italie, avec Labriola, et puis je parlerai pas mal de Gramsci. La fois d'après, on s'intéressera au libéralisme italien, donc à Benedetto Croce. Et puis on terminera sur un panorama de la philosophie et de la pensée italienne actuelle, car ça reste un pays où il y a une philosophie assez vivante, hein, je crois en tout cas. Avec des philosophes écoutés, c'est-à-dire que vous pouvez être philosophe italien et vous pouvez passer dans tous les grands talk-shows. J'ai un ami qui fait ça, hein, qui a publié déjà, oui, il a une quarantaine d'années, il a publié au moins un bon mètre de haut de livres, et il est régulièrement invité un peu partout, parce qu'il y a une vieille tradition de la philosophie civique en Italie. La philosophie, ça ne sert pas simplement à quelques rats de bibliothèque, mais ça a une influence sur la vie politique italienne, qui, comme vous le savez, est assez compliqué, hein. Quoique, en dépit de tout ce qui avait été annoncé par chez nous, la venue au pouvoir de Mme Meloni n'a strictement rien changé à la vie politique italienne, mais alors vraiment strictement rien. Ni à la vie tout court. Ni à la vie tout court, d'ailleurs. Hein. Ceux qui non, ah non, on s'en rend pas compte. Moi, je n'ai pas vu de squadristi traverser les rues italiennes, non, rien. Il y a toujours beaucoup moins de flics en Italie que chez nous. Donc, comment ? Il n'y a pas d'huile de ricin, c'est pas du tout Mussolini. Hein. Ceux qui parlent de ça, c'est qui... Tout pareil. Hein. Alors là, ça n'arrive. Il s'est rien passé. C'est ça qui est assez curieux, mais enfin bon. Voilà. Alors, donc ce soir, je vais commencer. Oui, j'avais pensé qu'il y aurait d'autres choses, mais bon, ça nous emmènerait trop loin. Il y a tout un pan de la pensée italienne qui est très important, qui est les scientifiques. Par exemple, le père fondateur de l'astronomie française s'appelle Cassini. Le cartographe. Oui, l'astronome. La dynastie de cartographe. Oui, tout à fait. Ouais. Et Cassini est très connu en Italie, puis il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui encore. Il y a un des derniers prix Nobel dans ce domaine a été une italienne. Et puis il y a en physique des gens assez connus comme Volta, Avogadro et quelques autres. Torricelli, Fermi, etc. C'est-à-dire vous apercevez qu'il y a une foule considérable de grands savants qui viennent de ce pays qui était même pas un pays, puisque c'était une assemblée de principes. Voilà, une expression géographique, parce que pour le reste, ils étaient unis par une culture, puis le souvenir du Regnum Italicum du temps des Romains. Voilà.
Donc les pays centralisés, ça ne marche pas forcément mieux que les autres. C'est plus des gens du Nord ou du Sud? Les deux, justement, c'est ça qui est intéressant. On aurait tendance à penser... Le Nord est riche, le Nord de l'Italie, c'est l'Italie riche. Si vous allez vous promener du côté de Milan ou de Turin, là, vous voyez que même dans les petites villes, c'est vraiment des villes riches, alors que le Sud est pauvre, mais du point de vue intellectuel, c'est à peu près équitablement réparti. C'est pour ça que ce soir, donc, je vais commencer à parler de Giambattista Vico, qui est un philosophe napolitain. Napolitain, il est né... Comment? Alors, Vico, V-I-C-O, tout simplement. Alors voilà, c'est pas le fondateur d'une firme de pommes de terre, mais... Bon, alors, Vico... c'est un philosophe donc, qui est à cheval sur le fin du XVIIe, il est mort en 1744, donc le XVIIIe siècle. C'est un philosophe assez atypique, parce qu'on ne sait pas trop le classer dans les philosophes. Moi, je pense que c'est un des grands philosophes des Lumières, mais par exemple, Zev Sternel, un historien des idées, aujourd'hui décédé, l'avait classé dans les anti-Lumières. Alors, c'est un philosophe moderne, mais c'est un critique de Descartes. Et en particulier, il a consacré un livre entier à la critique de la méthode des études selon Descartes. Et en fait, ça nous permet de voir qu'il y a plusieurs branches dans les Lumières. Nous, Français, nous voyons surtout Descartes. Descartes, c'est la France, c'est bien connu. Mais il y a d'autres branches. Par exemple, avant Descartes, il y avait Francis Bacon en Angleterre. Et Vico serait plutôt de ce côté-là, du côté de la tendance anglaise de Francis Bacon. Et puis, bien que Descartes était très proche de Galilée, eh bien, Galilée est plus un expérimentateur et un partisan de l'expérimentation que Descartes, au moins sur le plan théorique, parce qu'en vérité, Descartes aussi expérimentait beaucoup. Mais il y a toute une école expérimentaliste. C'est des gens qui font confiance à l'expérience, et Vico est plutôt de ce côté-là. Comme les Anglais, d'ailleurs. Et Vico a une formule, il dit « le vrai et le fait s'échangent l'un pour l'autre ». Verum et factum convertur, dit-il en latin, parce qu'il parlait beaucoup latin. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est vrai, c'est quelque chose qui, au fond, se fait. Et là, on voit quelque chose qui est plutôt du côté du pragmatisme, une philosophie qui se teste en quelque sorte. Bon, voilà. Alors, ce que va faire ce Vico, dont je retracerai les grandes lignes de sa vie, c'est qu'il va chercher à fonder une science nouvelle. Et cette science nouvelle, ça va être... Alors pour lui, c'est la science de l'histoire essentiellement, mais c'est plus que ça. Il est le premier qui va essayer de fonder... c'est pour ça que j'avais écrit un petit livre qui s'appelle « Vico, l'invention des sciences humaines ». Il va essayer de fonder réellement une connaissance rationnelle de tous les aspects de la vie humaine, qu'il s'agisse de l'histoire humaine, du droit, des systèmes familiaux, etc., etc. Et donc c'est un philosophe qui s'intéresse à la vie des cités, à la vie des gens, à la manière dont les hommes sont organisés. De ce point de vue-là, il est déjà du côté des sociologues, il est du côté de ce qui va s'appeler les sciences humaines. Pour ça, je pense, moi, que c'est le véritable inventeur des sciences humaines. Avant lui, il n'y avait pas de sciences humaines, en vérité. Non. C'est pas l'heure. Et sa philosophie est non pas une philosophie théorique abstraite, mais c'est une série d'explorations, qu'il s'agisse de la théorie du langage, de la religion, de la théorie du droit, par exemple. Voilà. Bref, il essaie de créer une espèce de science totale de l'humanité. C'est un projet d'ailleurs qu'on a retrouvé en France. Fernand Braudel, grand historien, avait ce projet d'une science totale. Il dit on ne peut pas séparer la sociologie, l'économie, la géographie, l'histoire. Tout ça, ça fait partie de la même science. Et il y a déjà cette idée-là chez Vico. Voilà. C'est aussi... Alors c'est un philosophe qui est pas très connu en France. Il a été introduit récemment dans les programmes de philosophie terminale. Les amis de Vico, les philosophes qui s'intéressent à Vico en France, à mon avis, se comptent sur deux mains à peu près. Mais c'est un philosophe qui devrait pourtant nous être connu, puisque celui qui l'introduit en France, c'est Michelet,
Et le grand Michelet va traduire la science nouvelle et puis un certain nombre d'autres textes. Il va les introduire dans la réflexion française. C'est aussi un philosophe qui a beaucoup influencé Marx. Marx recommande chaudement la lecture de Vico. En Italie, évidemment, il est tenu pour un philosophe majeur par tous les grands philosophes italiens. Voilà. Alors, moi, je me suis intéressé à Vico, je ne sais pas, sûrement par hasard, comme souvent, mais de l'avoir lu, je pense que c'est un philosophe à qui il faut rendre justice, quoi. Il mérite d'être lu et j'espère que vous comprendrez mon attachement à ce philosophe. Alors, Vico, il est d'un certain siècle, il appartient au siècle des Lumières, après tout, parce qu'on appelle ça comme ça. Un siècle des Lumières, ça fait deux siècles au bas mot. Ça commence en gros au début du XVIIe, puis ça finit au début du XIXe, avec la mort de Kant. On peut dire peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, c'est un philosophe qui appartient à cette époque des Lumières. Les Lumières, c'est une expression qui est usée jusqu'à la corde, évidemment. Et je pense qu'il faudrait essayer de montrer qu'il y a plusieurs courants dans ces Lumières. On ne peut pas réduire les Lumières à c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Alors, il y a plusieurs courants. Il n'y a pas toujours des ruptures nettes entre ces courants, c'est des classifications, des étiquettes qu'on met pour essayer de comprendre un peu. Mais on peut dire en gros que le programme des Lumières, lui, avait été formulé au début du XVIIe siècle, et il va s'étendre ensuite à peu près dans l'Europe tout entière. Et les Lumières, de ce point de vue-là, ne sont pas un mouvement spécifiquement français. J'insiste là-dessus. Alors, les Français ont eu un prestige considérable à cette époque. On sait que Frédéric de Prusse ou Catherine de Russie, Frédéric de Prusse cherchait ses conseils chez Voltaire et Catherine chez Diderot. Mais c'est un mouvement qui s'est étendu en Espagne, par exemple, à travers les programmes d'enseignement. Quand on regarde ce qui s'est passé à ce moment-là en Espagne, les programmes d'enseignement vont faire place de plus en plus aux sciences, à l'économie. Et l'Espagne n'est pas du tout un pays complètement arriéré dans ce domaine à l'époque des Lumières, bien qu'on ne parle pas beaucoup de l'Espagne. Portugal, oui, bien sûr, oui, tout. Il y a eu un seul monarque pour les protéger, c'était Charles III. C'est la seule. Oui, c'est vrai. C'est la seule petite. Mais ils ont. Ça s'est infiltré partout. Alors, en Italie, on va retrouver ça par exemple en Toscane. Il faut savoir par exemple l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est publiée très rapidement en traduction en Toscane. C'était un Habsbourg, non, le grand-duc, c'était un Habsbourg, non, il me semble. Je sais. La famille. Le dernier, oui. Alors, oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Exactement, c'est des despotes éclairés. Le sud de l'Italie va aussi, même s'il est sous la domination espagnole, eh bien, très vite, les textes des philosophes des Lumières français vont être traduits et publiés. Alors, le voyage en France était un rituel, donc ils allaient en France, les intellectuels napolitains, puis ils revenaient avec des livres plein de leurs valises. Et c'est très vite construit des cercles de philosophes et d'historiens qui défendent la liberté de penser. Mais pas dans les États du pape. Non, c'est dans les États du pape. Oui, effectivement. Par exemple, on a une histoire civile du royaume de Naples, écrite par un nommé Pietro Giannone, qui relate comment les idées nouvelles ont été apportées au royaume de Naples. Et c'était extrêmement vivant comme vie intellectuelle. Giannone écrit par exemple les académiciens, parce qu'il y a tradition des académies dans tout le sud de l'Italie en particulier. Les académiciens étaient réunissaient tous les hommes très savants et très illustres de la ville.
de sorte que ces académies acquièrent un grand crédit auprès des savants et surtout auprès des jeunes gens qui n'eurent pas à souffrir beaucoup pour leur faire connaître les erreurs et les rêves de la philosophie des cloîtres. Vous voyez, c'est vraiment la bataille pour la liberté de penser contre la philosophie des cloîtres. Ça leur rappelle le lointain souvenir des rois normands. Très lointain. On va aussi traduire et faire connaître en Italie les œuvres de Gassendi. Gassendi, qui était un contemporain de Descartes, qui est celui qui a réhabilité Épicure, et qui essaie de montrer qu'il y avait une compatibilité entre la foi chrétienne et l'épicurisme. C'était une tentative héroïque qu'a fait Gassendi, mais il a eu un rôle assez important. Voilà. Bon, donc on a tout ce mouvement qui se développe. Alors, les œuvres de Descartes, effectivement, étaient interdites à Rome, mais dès 1680, elles sont arrivées à Naples. C'est un nommé Cornello qui est revenu à Naples chargé des œuvres de Galilée, de Hobbes et de Descartes. Parce que les œuvres de Galilée, c'est pareil. Galilée avait été condamné, mais les œuvres de Galilée étaient imprimées partout. Oui, mais on n'empêche pas. Ben oui. Et ça avait circulé extrêmement vite. Il ne faut pas se faire l'idée de... même ça circulait par les voies classiques qui étaient l'Église. Oui, puis les ports, ils se communiquaient tous entre eux. Ben oui. Ils n'avaient pas d'Internet, mais il y avait beaucoup de circulation. Et les communautés juives, elles jouent un rôle maintenant? Pas spécialement, c'était plus avant les communautés juives. Il y en avait, dans tous les ports. Oui. Wow. Non, ils auraient pu jouer un rôle. Bon, alors cette philosophie des Lumières, elle s'appuie aussi sur une vieille tradition. On en avait parlé un petit peu l'an passé. Par exemple, à Naples, il y avait des gens comme Tommaso Campanella, l'auteur de La Cité du Soleil, une grande utopie platonicienne. C'est aussi de Nola, donc pas très loin de Naples, qui était originaire, Giordano Bruno. Alors, la pénétration des idées nouvelles à Naples va déclencher les fureurs de l'Inquisition. Le Saint-Office romain expédie sur place des commissaires pour rétablir l'ordre de la foi, mais ça ne va pas arrêter le mouvement. On peut toujours... Bruno, il a mal fait. Oui, mais là, on est un siècle après. Et un siècle après, il est trop tard. Oui. Voilà. Donc, l'Italie est aussi une des terres des Lumières, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme les Provinces-Unies. Parce qu'après tout, Spinoza, est-ce que c'est un philosophe hollandais ou portugais? Je ne sais pas, c'est les deux à la fois. Voilà. Donc, toute l'Europe, enfin, c'est un mouvement qui est européen. Bon. Alors, ces philosophes des Lumières, cependant, sont assez différents et s'orientent dans des voies souvent divergentes, à la fois dans les préoccupations, comme je l'ai dit, certains sont plus préoccupés de l'expérience, qu'est-ce que nous va nous apporter l'expérience, et d'autres sont plus des théoriciens, on va dire. On peut aussi les différencier par leur attitude à l'égard de la religion. Certains, la grande majorité en fait, sont pour une liberté de discuter des questions religieuses, mais au fond, eux restent des déistes. Ils pensent qu'il y a forcément un être suprême. Il y a quelques athées, pas très nombreux quand même. Pas très nombreux. Alors, il y a le cas discuté de Spinoza, mais qui est visiblement un athée, puisqu'il il reste plus beaucoup de place pour Dieu, quand vous avez dit que Dieu ou la nature, c'est pareil. Et puis, les athées, il y en a quelques-uns en France. C'est le cas d'Holbach, surtout d'Holbach. Diderot. Alors, Diderot, par exemple, ne va pas dire qu'il est athée, parce qu'il a failli le dire une fois. Il s'est retrouvé 3 mois à Vincennes. Il a dit, je ne recommencerai plus. Vincennes, c'est pas sympathique. Donc, il s'est méfié. L'athée le plus ouvert de l'époque, c'était bien d'Holbach. Encore qu'un petit séjour en Bastille, moi, ça leur donnait... Oui, mais alors lui, il était à Vincennes. Et apparemment, c'était pas bien que la Bastille. Finalement, parce que ça durait pas très longtemps. Non, c'est quelques mois. Au Misérable, ils ont fini là. Oui, tout à fait. Voilà.
Alors il se distingue par rapport sur les questions religieuses, et puis il se distingue aussi sur les questions politiques. Une bonne partie de ces philosophes des Lumières pensent que le progrès de l'esprit c'est très bien, mais il ne faudrait pas que le peuple s'en mêle de trop parce que ça risquerait de devenir la chienlit. Donc les progrès de l'esprit sont réservés tout de même à l'élite. C'est un peu le cas de Voltaire. Voltaire est plutôt n'est pas vraiment un démocrate, quoi. Il se méfie de. Donc tout cela préfère plutôt la réforme des princes. Si on devient des bons conseillers des princes, eh bien on aura des princes éclairés, et donc les choses iront mieux. Et puis d'autres, au contraire, s'avancent vers une position plus démocratique. C'est le cas par exemple de Spinoza. Spinoza considère que la démocratie est le régime qui correspond mieux à la stabilité d'un État politique. Voilà. Et puis on va trouver des idées souvent assez proches chez Locke aussi, chez Rousseau surtout. Et donc on a toute une tendance qui pousse plutôt vers un certain radicalisme politique. Et puis une autre qui est très modérée. Voilà. En tout cas, l'unité des Lumières, si on la cherche, on peut la résumer assez facilement. C'est la tolérance, d'abord, l'amour de la libre discussion, la croyance au progrès de l'humanité et un projet de développement des savoirs. La raison. Voilà, la raison qui doit englober la connaissance de la nature, bien sûr, mais aussi la connaissance des affaires humaines. Les physiocrates, oui, ils sont toute cette école. Oui, tout ça, oui, tout à fait. Alors, Vico, il s'inscrit dans ce mouvement-là. Il nous raconte d'ailleurs ça dans un texte qui est un des beaux textes de la langue italienne, qui est la vie de Vico, écrite par lui-même. Donc voilà. Il est né à Naples en 1668. Alors, il est né d'une famille très modeste. Son père était le plus pauvre des libraires napolitains. Et de ses parents, il dit que c'était des parents honnêtes qui laissèrent une très bonne réputation. Le père était d'une humeur gaie, la mère d'un tempérament fort mélancolique, et le naturel de leur fils se ressentit de cette double influence. Voilà, il se dépeint de lui-même. Mais oui, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très, très pauvre. Et il va se retrouver propulsé dans les cercles intellectuels de Naples. Comment ? Tout simplement par l'ascenseur social de l'époque, qui s'appelait l'Église. Alors, double tempérament, gai et mélancolique, selon l'autoportrait que Vico fait de lui-même. Et au fond, ce double tempérament, on va le retrouver dans les idées qui se partagent la pensée de Vico. Il est à la fois, il va apparaître sur certains plans très conservateur, et sur d'autres, il apparaît bien plus révolutionnaire que tous les autres de son époque. Alors, c'est un garçon qui a fait une grave chute à l'âge de 7 ans, et ça a marqué sa vie durant. Il dit, dès sa première enfance, c'est Vico toujours qui parle de lui, une extrême vivacité le rendit ennemi du repos. Mais à l'âge de 7 ans, il tomba d'une échelle. Déjà. Ça fait des échelles. Et resta bien 5 heures sans connaissance. Ça dépend de quelle déjà hauteur du tombe, la échelle. Alors, conséquence de cet accident, il va devenir mélancolique et ardent, caractère des esprits inventifs et profonds dans lesquels éclate le génie subtil, mais qui du reste sont trop réfléchis pour aimer le brillant et le faux. Il est assez fier de lui quand même. Alors, il a un parcours scolaire et universitaire plutôt chaotique, et lui-même se considère comme un autodidacte. D'ailleurs, effectivement, il a lu pour l'essentiel tout seul, mais il va commencer très vite à fréquenter les cercles cultivés de Naples, et notamment il va suivre les séances de ce qu'on appelait l'Accademia degli Infuriati. Alors, comment traduire ça ? C'est l'Académie des Furieux, peut-être. C'est l'Académie des gens en colère. Ça donne un peu une idée de l'ambiance intellectuelle, quand même. Je ne sais pas, on peut chercher l'Académie des enragés ou l'Académie des furieux. Des infuriati. Voilà. Alors, dans sa jeunesse, il s'intéresse beaucoup à la poésie, mais il va revenir à la philosophie.
Il va devenir précepteur des enfants du marquis de Vatola. C'est un poste qu'il va occuper jusqu'en 1695. Et justement, c'est cette position. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Les grands philosophes, ils ont été précepteurs. Donc ils sont, ça leur assure un minimum de stabilité matérielle. Hein, ils ont un gîte, ils ont à manger, ils ne gagnent pas des fortunes. Hein. Ils ont un élève à s'occuper. Ça leur laisse un peu de temps libre et ça leur permet de continuer leurs travaux. Oui, en Russie, c'était souvent le cas. Ouais. Les philosophes. Alors, donc il va s'occuper des enfants du marquis de Vatola comme précepteur. Ça va lui donner, dit-il, tout le loisir de vaquer à ses goûts. Il s'inscrit ensuite à l'université en 1689, soutient sa thèse, la laurea, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs en Italie, en 1693 ou 94. Et c'est à cette époque qu'il va fréquenter un groupe qu'on appelait les athéistes. Ces athéistes qui sont à l'origine de la création d'une académie qui, elle, s'appelle l'Académie des Investiganti, l'Académie des enquêteurs. Et c'est pendant cette époque qu'il va lire à peu près tous les grands philosophes. Il va quitter son précepteur, son protecteur, il va retourner à Naples, il va fréquenter les salons. Il va être recruté comme professeur par l'université, comme professeur d'éloquence. Voilà, il va prononcer régulièrement des oraisons inaugurales au début de chaque année, et qui vont d'ailleurs être publiées. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il va commencer véritablement un travail philosophique, puisqu'il publie des premiers ouvrages, notamment un qui est consacré à la méthode des études de notre temps, écrit en 1708, qui est un ouvrage qui apparaît comme une défense de l'enseignement humaniste contre Descartes. Bon, si je peux faire un petit point ici, la pensée moderne en France, elle est anti-humaniste, au sens précis du terme, parce qu'elle est contre l'éducation humaniste. L'éducation humaniste, c'est une éducation fondée sur la connaissance des auteurs anciens, la connaissance de la littérature grecque et latine, sur l'érudition et sur l'importance accordée à la poésie, à toutes les formes d'expression de la culture humaine. Hein, et on va retrouver ça chez les transhumanistes. Hein. Alors que ce qui va se développer en France, ça va être une critique de l'humanisme. Descartes dit, en gros, alors évidemment c'est un menteur, parce qu'il ne fait pas ça en vérité, il dit il faut abandonner tout ce que j'ai appris dans les écoles. Il faut repartir à zéro. Et il faut se fier uniquement à la raison. Alors que Vico, lui, n'avait pas du tout. Il dit non, il ne faut pas abandonner le passé, il faut repartir de ce passé, et il faut accorder à l'imagination toute sa place. Et derrière, chez lui, il y a une divergence sur l'éducation des jeunes gens. Il dit comment voulez-vous éduquer les jeunes gens si vous leur demandez de faire table rase et puis de reconstruire eux-mêmes, par leur propre force, simplement, l'ensemble des mathématiques. Ça me rappelle quelque chose. Ben oui, ça nous rappelle quelque chose. Les inspecteurs pédagogiques. Mais oui, on a reconnu cette folie furieuse quand ont été introduites les fameuses maths modernes, hein, qui n'étaient pas si modernes que ça, mais dans lesquelles voilà, il fallait tout repartir à zéro. Non, alors, Vico, il dit pas du tout, il dit on va revenir aux découvertes de Descartes, mais beaucoup plus tard. Mais j'ai dit jusqu'à 20 ans, il faut faire de la poésie, il faut laisser vaquer son imagination, il faut laisser de la place à ce qui est simplement du sentiment, et pas simplement de la raison. Voilà. Et c'est deux manières d'aborder la question de l'éducation. Bon. Voilà. Il va publier ensuite un livre qui lui va être traduit et publié en français par Michelet, un livre qui s'intitule « La très ancienne sagesse des Italiens tirée de la langue latine ». Et c'est un livre dans lequel il va jeter les bases de sa philosophie. Et puis à partir des années 1720, elle va publier quelques grands textes de droit, parce que c'est un spécialiste du droit, et il y a eu toute une tradition des études du droit en Italie.
D'ailleurs, le droit romain est revenu par là. Ça, c'est l'université de Bologne qui a ressuscité le droit romain pour l'Europe occidentale. C'est un peu différent dans l'Empire byzantin. Donc une tradition juridique, et lui s'inscrit dans cette tradition juridique et s'intéresse sur les principes et la fin du droit universel. Et puis ensuite sur les notions de jurisprudence, etc. Et puis à partir de 1723, jusqu'à sa mort, il va consacrer l'essentiel de son temps à l'écriture et à la publication d'un livre qui va s'appeler « Principe d'une science nouvelle », à l'intérieur d'une science nouvelle concernant la nature des nations. Il l'appelle aussi principe, il cherche les principes d'un autre système de droit naturel des gens. Et puis ça va s'appeler bientôt Science nouvelle première, et puis c'est un livre qu'il va réécrire, republier, jusqu'à sa mort. La dernière édition, celle sur laquelle on travaille ordinairement, l'édition 1744, elle est de l'année de sa mort. D'ailleurs, elle est sortie, il avait à peine eu le temps de donner son accord. Alors, dans l'œuvre de Vico, il y a plusieurs phases. La première, c'est la phase dans laquelle Vico va se confronter à la philosophie de son temps, aussi bien à Bacon qu'à Descartes, à l'héritage de Galilée, à la philosophie d'Épicure, à celle de Spinoza. Alors, c'est très curieux parce que, par exemple, Spinoza, il va le condamner radicalement. C'est normal parce que Spinoza, c'est l'archétype de l'athée horrible qu'il faut pourchasser. Bon. Et Vico va faire un peu comme beaucoup de penseurs de cette époque. Il condamne officiellement Spinoza pour procéder comme lui et faire la même chose. Ce qui était pratiquement une des astuces pour résister à la censure. Vous aviez envie de faire connaître les œuvres de Spinoza. Il y a un moyen très simple. Vous écriviez une réfutation de la pensée de Spinoza. Donc, quand le censeur voyait le bouquin, il disait réfutation de la pensée de Spinoza, imprimatur. Ça, c'est carrément faux. Et après, l'intérieur était le développement. Pour la réfuter, il faut la connaître. Donc, il faut l'exposer. Donc, c'était. Alors, Vico n'est pas tout à fait sur ce plan-là, mais il procède exactement comme Spinoza. Et la construction de la science nouvelle, c'est comme Spinoza. Il y a des principes, il y a des déductions, il y a une espèce d'ordre géométrique qui ressemble furieusement à l'éthique de Spinoza. Bon. En tous les cas, il va se confronter à ces auteurs, il va les lire, et progressivement va mûrir chez lui le projet de faire, dans la connaissance des affaires humaines, la même chose que ce qu'a fait Galilée dans la connaissance du monde physique. Galilée a inventé une nouvelle manière de penser le monde. Il a mis sur pied des principes. La science moderne est l'héritière de Galilée, on avait parlé de ça l'an dernier. Et il a... Quand tu dis la science, c'est la physique. Oui, la physique, essentiellement, c'est l'héritière de Galilée, et il y a une rupture nette entre ce qu'on appelait science physique avant Galilée et ce que ça va être après. Nous restons aujourd'hui encore, en dépit des progrès fabuleux que nous avons faits, nous restons dans le cadre qu'avait inventé Galilée. Physique mathématique, dans laquelle l'expérience est simplement la confirmation de la théorie. Et elle doit être mathématique. Voilà. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi les choses se passent ainsi, mais simplement de comprendre l'enchaînement des phénomènes et de relier ces phénomènes par des lois générales. Voilà. On n'a rien inventé depuis. Il faut être bien conscient de ça. Un petit peu. Non, inventé de nous, on a perfectionné, mais on a pris le même chemin. Et au niveau méthode. Au niveau de la méthode, oui. Alors, pour le meilleur, mais peut-être parfois, peut-être pour le pire aussi, dans certains domaines en tout cas. Et Vico, lui, va se dire, il faudrait que nous ayons les mêmes certitudes dans le domaine des affaires humaines. Alors, Vico, comme tous les gens de son époque, est un critique d'Aristote, par exemple. Si
c'est aussi une des marques des modernes. Les modernes sont contre Aristote. D'ailleurs, même Molière se moque d'Aristote. C'est le passage célèbre dans Donjon. Quoi qu'en dise Aristote et toute sa philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. Bon, et donc Vico, lui aussi, est un critique. Je ne sais pas s'il ne devait pas être un fumeur, mais c'est un critique d'Aristote. Et il essaie, dans un premier temps, d'adapter la cosmologie de Galilée. Et il y voit beaucoup de correspondances avec ce qu'il a lu en lisant Platon. Et dans un premier temps, donc, Platon, pour lui, va donner la base morale, l'idéal de justice, sur laquelle on peut fonder une connaissance des affaires humaines. Voilà. Alors, de là, Vico va arriver à une thèse qui, à mon avis, est le plus important et qui a beaucoup d'importance pour nous aujourd'hui. Son idée, c'est qu'il faut apprendre à distinguer le monde de la nature, le monde que Dieu a fait, et le monde des humains, les États, le droit, etc. Et la thèse centrale de Vico, c'est que le monde humain, c'est celui qu'ont fait les hommes. La nature, nous ne l'avons pas faite, mais le monde humain, nous l'avons fait. Et cette science nouvelle, qu'il va essayer de fonder, elle est pour lui la science qui sera la plus vraie. Pourquoi ? Parce que, dit-il, nous connaissons mieux ce que nous avons fait nous-mêmes que ce que nous n'avons pas fait. La nature, c'est Dieu qui l'a faite, donc on la voit que de très loin. Mais il dit, par exemple, on connaît beaucoup mieux les mathématiques que la physique. Pourquoi ? Parce que les mathématiques, c'est nous qui les avons inventées. Alors là, c'est une thèse tout à fait extraordinaire pour l'époque, de penser que les mathématiques ne sont pas la découverte de je ne sais quelle réalité existante. Vico dit non, les mathématiques, c'est notre esprit qui les a construites. Donc c'est pour ça qu'on les maîtrise complètement. Il n'y a pas de secret en mathématiques. Alors la nature, nous ne l'avons pas faite. On peut avoir qu'une connaissance incertaine de la nature. Et alors, à partir de là, il va arriver à cette idée que, en ce qui concerne l'histoire humaine, le droit, les formes d'organisation sociale, et bien là aussi, nous pouvons avoir une connaissance certaine, parce que c'est la connaissance que nous avons faite, nous. Alors, tout d'abord, ça apparaîtra comme une connaissance de l'histoire, mais très vite, Vico va s'étendre à tous les autres domaines, et va essayer de construire une science globale de ce que nous avons fait. Alors c'est une idée extrêmement intéressante, parce que, aujourd'hui nous vivons globalement, l'idée dominante, c'est que la connaissance des affaires humaines serait bien plus vraie si on pouvait faire comme Galilée. C'est-à-dire si on pouvait la ramener à des choses matérielles et à des lois mathématiques. Et donc les sciences humaines, elles sont un peu rejetées comme des sciences. On parle de sciences molles, par exemple, entre les sciences dures et le science molle, c'est plutôt péjoratif dans l'expression. Les autres, c'est les sciences exactes. Les sciences humaines, elles sont inexactes. On ne dit pas les sciences inexactes. Non, on les appelle molles. On le pense très fort. Oui, voilà. Et donc les sciences humaines sont quand même plutôt dévalorisées. Il y a de vrai que les sciences dures, les vrais de vrai. Or, Vico vous dit le contraire, lui. Il dit, si on apprend que ce n'est pas le même objet, si on se met bien en tête qu'on n'est pas confronté au même type de problème, on peut avoir une connaissance parfaite, aussi vraie, des affaires humaines, de la société, de l'histoire, etc. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui sommes dedans. Quand vous faites de l'histoire, les personnages, les événements, les mouvements sociaux, vous pouvez les saisir en quelque sorte de l'intérieur, parce que vous pouvez presque vous mettre à la place des acteurs par la pensée. Pourquoi un tel il a fait ça ? Vous essayez de réfléchir, comment vous auriez fait si vous aviez été lui ? C'est-à-dire vous cherchez une interprétation. D'où sa défense de l'imagination. Mais bien sûr. Et donc, il n'y a rien des affaires humaines qui ne soit sans importance. Par exemple, ce que nous imaginons, les formes d'expression artistique, les religions, tout ça, Vico vous dit c'est vrai. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce qu'il dit la science nouvelle va
permettent d'atteindre des vérités. Alors, par exemple, pourquoi la religion est vraie pour Vico? Bon, il ne vous dit pas qu'elle est vraie à la lettre. Il ne vous dit pas que ce qui est dit dans la religion correspond exactement aux faits. Mais il dit, la religion, elle exprime quelque chose qu'ont construit les humains et qui a donc une vérité. Il faut la connaître, cette vérité. Voilà. De la même manière, il va essayer de construire une philosophie politique. Je donnais simplement un petit exemple pour comment il procède. Il dit, voilà, alors, il reprend plus ou moins la thèse des cycles de Polybe, hein, selon laquelle les régimes ont succédé les uns aux autres. Il prend un exemple intéressant. Il dit, au début, les cités ont été construites par des chefs de famille, aristocrates. Et dans ces cités, il y avait pour travailler des gens qui venaient de l'extérieur. Il dit, c'est d'ailleurs curieux, ces gens, on les appelait hostis. Et il dit en latin, hostis, c'est un mot qui a un double sens. Ça veut dire que vous êtes l'hôte ou l'ennemi. Et il dit, les autres sont des ennemis. Et il dit, c'est comme ça que les premières cités concevaient tous ces gens qui venaient là pour simplement travailler. Bon, ça aussi, ça ne nous a pas beaucoup quittés. Hein. Les travailleurs hôtes en Allemagne, hein, Gastarbeiter, n'est-ce pas, ils sont aussi des ennemis. C'est un fait commun dans beaucoup de Ben oui, tout à fait. Les Asiatiques aussi. Oui, tout à fait. Ah, oui, 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 tout à fait, oui. C'est pas propre aux Européens, ça, on est bien d'accord. Mais il montre bien comment les mots et le langage, si on l'étudie convenablement, révèlent la structure sociale. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que toute l'anthropologie moderne est déjà chez cet homme-là. Alors, c'est un critique des théories rationalistes du droit naturel. Hein. Il considère que les modes de gouvernement, il considère qu'il n'y a pas de droit qui serait universel et qui s'imposerait partout de même. Il considère que le droit est propre au génie de chaque nation. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver chez Hegel, par exemple. Chercher un droit universel, c'est en gros perdre son temps. Il faut admettre que chaque nation a sa propre histoire et elle a créé son propre droit. Et que la seule chose qu'on peut essayer de trouver, c'est ce qui est une nature commune de ces nations. Alors lui, il va trouver qu'il y a une nature commune de ces nations, mais qui s'exprime sous des formes extrêmement différentes sur le plan du droit, sur le plan de la religion. Il s'agit pour Vico, à partir de l'analyse du langage et puis des autres formes d'expression artistique, il s'agit de comprendre comment les hommes ont construit des organisations sociales et des systèmes juridiques. Et donc, sa science nouvelle, c'est à la fois une philosophie de l'esprit, puisqu'elle essaie de comprendre comment nous pensons, une histoire et une science sociale. Et l'ensemble forme un système. Et chaque moment historique a sa propre unité. Alors, est-ce que ce projet de Vico est possible? Ça, c'est une autre affaire. Mais je pense que c'est un projet global. Et alors, je vais essayer de vous donner rapidement une idée du tableau de Vico. Voilà. Il part de l'idée qu'au départ, il y avait les ténèbres, hein, et qu'on peut faire... On ne sait pas grand-chose de l'histoire antique. Donc, on peut faire que des conjectures. Et le mieux, c'est de s'intéresser, pour essayer de comprendre cette histoire antique, s'intéresser à la Bible, évidemment, et puis aux grands mythes, notamment grecs. Voilà. Et il va falloir essayer de trouver un sens à ça. Et de les considérer donc comme des récits vrais, moyennant une réinterprétation, évidemment. Alors pour lui, il y a trois grandes phases dans l'histoire humaine. La première grande phase, c'est ce qu'il appelle l'âge des dieux. Alors, c'est une époque où les hommes sortent à peine de la barbarie, ils sont à peine humains. D'ailleurs, il dit qu'ils sont si peu humains qu'ils sont incapables de réfréner leurs appétits, et donc ils sont devenus très grands.
C'est l'histoire des géants. Hein, vous savez, toute la mythologie grecque commence par les géants. Bon, et ils sont très grands parce que justement, ils n'arrêtaient pas de manger, quoi. Oui, ils pensaient qu'à leur ventre. Et ils avaient peur de rien, sauf d'une chose, sauf du tonnerre. Eh ben, mais oui, quand même, le chef des dieux chez les Grecs, c'est celui qui maîtrise la foudre, hein, bien sûr. Bon, et alors, donc la première forme sociale, elle vient de la crainte des dieux. Des dieux qu'on a inventés, hein, parce que lui, il ne croit pas que le tonnerre soit un dieu, hein, Vico. Il a pas de finir sur un bûcher quelconque. Donc, non, mais voilà. La première forme d'organisation vient de là. Alors, à ce premier âge des hommes correspond à un droit qui est le droit divin, hein, c'est-à-dire les hommes sont persuadés que les dieux décident de tout. Et puis, c'est le gouvernement théocratique, c'est-à-dire c'est les oracles qui parlent. On voit ça dans toute la mythologie. Les oracles disent ce qu'il faut faire. Hein. Et si on ne les écoute pas, d'ailleurs, on est puni, hein, comme ce général romain qui n'avait pas écouté ce que lui disaient les poulets, et qui ne veulent pas parler, qu'ils boivent, il est jeté à l'eau, il a perdu la bataille. Hein. Donc, ça, on sait qu'il faut quand même être sérieux avec ces choses-là. Bon. Et puis, alors, il invente des choses tout à fait particulières. Il dit que les premières langues n'étaient pas des langues parlées. Voilà. Il dit les premières langues, on s'exprime par des actes, ou on s'exprime en montrant des choses. Il essaie de trouver une origine des langues. Est-ce qu'il a tort? Ça, on n'en sait rien, mais après tout, si on essaie de remonter l'histoire de Homo sapiens, si on remonte avant, Homo habilis, il avait des facultés intellectuelles, des capacités symboliques, on n'est pas sûr... Il avait l'air de Broca. Oui, il avait l'air de Broca, et puis le Fox P2, j'ai une Fox P2 qui commande les capacités langagières, mais on n'est pas sûr du tout qu'il ait un langage articulé et abstrait comme le nôtre. Il y a encore déjà des gens qui utilisent beaucoup le langage. Oui, il y a des gens qui parlent beaucoup avec les mains, n'est-ce pas? Ça, c'est l'influence napolitaine, effectivement. Bon. Voilà. Et ces langues s'expriment par des caractères divins. Il dit les hiéroglyphes, ça vient de là. Voilà. Alors, la sagesse, c'est la sagesse théologique, hein, et l'autorité... en dernière instance, c'est l'autorité divine qui gouverne tout. Voilà. Et puis, donc c'est une époque religieuse. La seule civilisation vient de la religion. Voilà. Alors, deuxième phase, on va changer de période historique, c'est l'âge des héros. Et là, c'est la formation des Premières Nations. On est sorti de ces groupes de gens terrorisés par la foudre pour arriver à la formation des Premières Nations. Alors il dit sous l'impulsion de quelques individus exceptionnels. Bon, ça c'est une thèse qui est largement partagée. Hein, Machiavel disait la même chose, hein, par exemple. Et les hommes se sont divisés à ce moment-là, à l'âge des héros, en deux catégories, les forts et la plèbe. Hein, donc là, cette plèbe qui va devenir hostile. Hein. Alors ce sont des gouvernements aristocratiques à ce moment-là. Ça aussi, on voit bien dans l'histoire grecque, par exemple, hein, le gouvernement de l'aristocratie a précédé nettement l'institution de la démocratie. Oui, mais ce n'est pas uniquement une question de courage ou d'aura, d'autorité. Là, on retrouve les structures familiales. Ah oui, tout à fait, oui. Clan, oui, c'est le clan, c'est la loi du sang, oui, oui. Oui, tout à fait, c'est des chefs de famille, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Mais ce n'est pas forcément le héros triomphant, parce que non, il est très critiqué. mais il reste que les valeurs essentielles de la Grèce archaïque, c'était quand même ça. C'était le courage. Oui, bien sûr. Hein, mais c'est des demi-dieux aussi, souvent. Oui, mais Un statut un peu particulier. Oui. Les héros, parfois, c'est des fils de Dieu quand même. Mais quand on va passer à la Grèce philosophique, justement, les philosophes vont être critiqués parce qu'eux dévalorisent le courage au profit de l'intellect. Il y a un changement des valeurs essentielles. Alors, si je suis la thèse de Karl Jaspers, c'est la thèse de l'âge axial, c'est-à-dire qu'il dit à peu près au même moment, dans le monde entier, on a basculé d'un régime où
les valeurs fondamentales, c'est les valeurs de l'héroïsme et du courage, la force, la capacité de vaincre. Léonidas, c'est Léonidas. Et on est passé à un système dans lequel ce sont la modération, la sagesse, la réflexion qui vont devenir les valeurs essentielles. Alors vous avez Confucius chez les Chinois, je ne sais plus qui donne Jaspers sur l'Inde, et on a la Grèce. Il dit, ce qui est curieux, c'est que c'est à peu près à la même époque. Voilà. Bon, je ne sais pas si sa thèse mais c'est un côté séduisant, je trouve. Voilà. Alors, quand on va passer à l'âge des héros, donc on va avoir un droit fondé sur la force, hein, mais déjà régulé par la religion. Voilà. Les gouvernements aristocratiques sont les gouvernements de ceux qui sont présumés les meilleurs, hein, on attend des optimates. Et ce sont des langues qui procèdent par emblème héroïque. Voilà. Notamment, alors c'est aussi une des thèses de Vico. Vico dit la poésie a précédé la prose. Il dit les humains ont d'abord chanté avant de faire des discours. C'est peut-être pas faux non plus quand on réfléchit un petit peu. Enfin, moi, Et les grandes épopées, c'est des chants. Ben ouais. Les guerriers, Ouais. ils vont en chantant. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Puis on est à Naples, hein, c'est pas pour rien. On est à Naples. Oui, lui aussi, c'est un napolitain. Non, mais oui, il y a de la poésie dans tout ce qui est, elle est quotidienne. Bon, et l'autorité héroïque, elle repose sur des formules solennelles, hein, et sur le pouvoir du petit nombre. Et puis enfin, troisième âge, c'est l'âge des hommes. Alors là, les hommes se civilisent et se considèrent tous comme des égaux en nature. Hein, donc l'histoire, elle a suivi ce mouvement-là pour Vico. Et dans l'âge des hommes, le droit est dicté par la raison humaine pleinement développée. Et pour lui, ce qui marque l'entrée dans l'âge des hommes, les Romains, c'était encore des héros, hein, même s'ils avaient quelques aspects démocratiques, c'était encore les grandes familles, hein, qui gouvernaient. Il dit c'est le christianisme qui prône l'égalité entre les hommes. Et c'est un gouvernement qui est fondé sur l'égalité de la nature et sur l'intelligence propre à tous les hommes. Et c'est là que se développe aussi la langue articulée que parlent les hommes d'aujourd'hui. Pour lui, il y a un parallélisme entre le développement de l'organisation politique, le développement de la langue et le développement des religions. Il continue à chanter quand même. Ah bah oui, il continue de chanter, mais quand même le plus important, c'est qu'on chante plus. C'est que l'essentiel. Par exemple, le code civil, il n'est pas écrit en poème. Non. C'est pas très poétique comme texte. Voilà. Et on va commencer à considérer que les faits sont les choses importantes quand on juge. Alors, cette thèse de l'histoire en trois phases, hein, elle va être reprise ensuite par toute une série de philosophes un peu après, notamment, on peut voir là du Hegel, mais alors Hegel, il ne parle pas de Vico, mais je pense que c'est... soit il ne l'a pas lu, soit les grands esprits se rencontrent, soit il l'a lu et ne veut pas en parler, mais on retrouve un peu les mêmes idées. On va retrouver ça aussi chez Auguste Comte, hein, cette idée des trois étapes de l'humanité. Alors, ce que dit Vico tout de même, c'est qu'il dit que cette histoire ne va pas se terminer là. Il dit, ce qui arrive, c'est plutôt une histoire cyclique. Il dit, quand on arrive à l'âge des hommes, les relations entre les hommes sont réglées par le droit et par des lois qui sont faites par les hommes. Mais il dit, progressivement, chacun va commencer à vouloir faire triompher son droit. Il fait remarquer que, par exemple, les Romains se gouvernaient avec très peu de lois. Hein. À l'époque romaine républicaine, les lois, et d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup parce que le peuple avait exigé qu'elles soient publiques. Oui, il y avait quelques pierres. Quelques pierres, mais avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'au départ, l'aristocratie connaissait le droit, enfin prétendait le connaître, mais le peuple ne connaissait pas le droit.
Et ils ont exigé, la plèbe romaine a exigé que le droit soit public. Et le caractère de la publicité des lois est un événement extrêmement important dans l'histoire. Enfin bref, donc, il y a peu de lois. Et au fond, des bonnes lois, en nombre restreint, suffisent pour gouverner. Le décalogue, il n'y en a pas beaucoup. Ben non plus, hein, en 10 c'est fait. Hein. Là, c'est un droit universel, c'est Oui. l'ébauche du droit universel. Et alors Vico, il dit le problème, c'est que très rapidement, dès que les gens ont pris l'habitude de s'enrichir notamment, eh bien chacun va faire triompher son propre droit. On va devenir chicanier, on va demander des lois pour chacun, chacun va exiger qu'on reconnaisse son droit, et il dit ça va progressivement créer la zizanie dans la société, et elle va se dissoudre. Et il dit quand la société se dissout, qu'est-ce qui arrive? Retour au départ, on va retrouver l'âge des bestioles. C'est le droit romain tardif, c'est ça. C'est un édifice. Un marécage. Ah bah oui. Et c'est après la décadence. Voilà. Oui. Comme Justinien, même les pots de fleurs qui tombent des balcons. Ah oui, il y en a. De toute façon, il y a des compilations énormes. Hein. C'est très d'actualité. C'est pour ça qu'il n'avait pas la mitoyenneté. Hein. Il n'y a aucune maison d'été mitoyenne pour qu'il n'y ait pas de sources supplémentaires. Ah oui, c'était des maniaques du droit de propriété, les Romains. Et bien alors, l'âge des barbares, pour lui, les barbares, c'est... alors, déjà, quand les hommes vivent à l'état encore presque sauvage, quoi, les premiers, et puis ils considèrent quand même que les héros sont encore des barbares, puisque les relations entre les hommes ne sont pas réglées par le droit. Et s'il y a trop de droits. Alors, donc il faut trouver le juste milieu. Oui, mais donc nous qui sommes à une époque où il y a une multiplication. Eh bien, si on suit Vico... Est-ce qu'on retourne vers une époque barbare? Ouais, c'est ce qu'il nous dit, hein, lui. Si on continue comme ça... Le droit tue le droit. Ben oui. Mais c'est aussi parce que la société se défait, se délie. Parce que on n'a pas besoin de beaucoup de lois dès lors qu'on... Mais là, ça passe... Après, on passe au problème du consentement au droit. Oui, oui. Mais pour Un consentement... droit qui est oui. plus accepté... Et donc on est obligé de mettre... qui semble flotter dans je ne sais pas quoi, c'est plus un droit. Oui, tout à fait. Il y a plus consentement. C'est tant qu'ils sont les tablettes en pierre, il y aura un abonnement. Voilà. Bien, qu'il arrive.